Donc tout d'abord, ma présentation sera compartimentalisée en 3 parties. Donc la première partie elle a été faite déjà. Donc qui suis-je? La deuxième partie, pour Bureau Veritas, c'est actuellement, je travaille chez Bureau Veritas Exploitation, donc c'est un bureau de contrôle et d'inspection réglementaire, où j'ai la qualité de spécialiste national métrologie au niveau de la direction technique. J'épaule le groupe pour gérer l'ensemble des activités de métrologie au niveau national, tant sur la mise en place des méthodes de mesure, ainsi que le choix et la sélection des équipements de mesure qui permettent à nos techniciens de faire des mesures sur le terrain, donc sur différentes thématiques que je vous présenterai par la suite. Donc pour le reste de la conférence, je commencerai et j'aborderai par une problématique, voire une introduction du sujet. Donc j'aborderai le contexte de façon pragmatique. Je présenterai cette méthode source et site level de la mesure du méthane. Je présenterai également les avantages et les inconvénients des 2 méthodes. J'expliquerai brièvement quel est le principe de la méthode masse-balance qui sera utilisée dans notre cas. Après, on rentrera dans le vif du sujet, où je présenterai des résultats qu'on a déjà réalisés sur le terrain, notamment sur la validation des méthodes, sur la mesure qui a été faite sur le terrain. Une partie qui traitera un petit peu sur comment évaluer les incertitudes de mesure, parce que c'est un paramètre qui est indispensable quand on donne un résultat scientifique. Donc c'est le doute sur le résultat qu'on doit afficher. Et à la fin, je vous présenterai les résultats et j'achèverai par une conclusion. Donc brièvement, les présentations ont été faites. J'ai fait mon petit parcours au sein de l'Institut entre 2010 et 2015. J'en vois pas mal d'enseignants qui ont participé à ma formation aujourd'hui, je vous remercie. Et je vois pas mal d'anciens étudiants, merci d'avoir venu pour y participer à cette conférence. Après, j'ai poursuivi mes études au sein de l'école des mines de Douai en France, où j'ai préparé un petit master spécialisé, complémentaire par rapport à ma formation de base. Et en parallèle, j'ai enchaîné avec une formation complémentaire dans le domaine de la qualité, où j'ai fait un petit master de management de la qualité, parce qu'au cours de mes stages, si c'est ici en Algérie ou en France, j'ai remarqué que la métrologie a été toujours chapeautée par le département qualité. Je voyais un peu plus loin, je me suis dit pourquoi pas ne pas aborder cette dimension de qualité et normatif pour combler la science à ces 2 dimensions. J'avais fait pas mal de stages en Algérie et en France et j'ai commencé mon premier parcours professionnel au sein d'un laboratoire d'analyse agroalimentaire et hydrologique où j'ai effectué mon stage de fin d'études. On a internalisé la fonction métrologie et j'ai été recruté en tant qu'ingénieur métrologue qualité pour suivre un petit peu l'ensemble du parc métrologie. Puis après j'ai changé de parcours où j'ai intégré une PME où on faisait de la métrologie chez les clients, on faisait du contrôle des équipements de mesure sur place et depuis 2020 j'ai intégré le groupe mondial Bureau Veritas en qualité de spécialiste national métrologie. En parallèle j'ai quelques reconnaissances que ce soit au niveau de la normalisation. Je fais partie de la commission française pour la révision des normes touchant à mon domaine d'activité, notamment sur les incertitudes de mesure. Et je suis enseignant vacataire au CNAM et à l'école des mines. J'enseigne le module de la métrologie, les fondamentaux de base et les évaluations des incertitudes de mesure. Et je participe également à des événements qui sont organisés par le CFM, c'est le Collège français de métrologie. C'est une association qui permet de vulgariser la métrologie en France pour les étudiants et pour les industriels, où je participe en tant que présentateur, où je développe des sujets. En parallèle aussi de mes travaux, j'ai eu la chance de participer avec un groupe de rédaction géré par le CFM et l'AFNOR sur la rédaction d'un guide de bonne pratique touchant au domaine de l'analyse de gaz. C'est le domaine où je travaille. Le document sortira début janvier pour un symposium international qui tourne autour de la mesure et l'analyse de gaz. Pour commencer, je vais brièvement vous présenter l'entreprise où je travaille. C'est Bureau Veritas Exploitation. C'est un bureau de contrôle réglementaire et d'inspection qui a été fondé en 1828.
Donc on est leader mondial donc, sur tout ce qui est partie mesure et essai de façon générale. Donc qui dit mesure et essai, donc il y a des instruments de mesure, donc la métrologie elle est omniprésente dans toutes les activités de Bureau Veritas. Bureau Veritas aujourd'hui donc compte à peu près 48 000 collaborateurs avec 8 500 experts en France. Dans 3 ans, nous fêterons le bicentenaire de Bureau Veritas. Et Bureau Veritas, donc le groupe en question, donc est réparti dans pas mal donc, dans 50 nations, pays, ayant un chiffre d'affaires, donc c'est des infos qui datent de 2024, donc un chiffre de 6,2 milliards d'euros, donc toute activité confondue, avec un portefeuille de à peu près de 400 000 clients. À savoir que toutes les activités de Bureau Veritas, donc, elles sont couvertes par l'accréditation COFRAC, donc c'est l'équivalent de l'Algérac en Algérie. Et donc qui dit travailler sous accréditation, donc il y a pas mal d'exigences à respecter, pas mal de normes, et donc la métrologie, donc elle est omniprésente dans toutes les activités où je travaille. Brièvement, les domaines d'activité de Bureau Veritas, donc elles sont diverses et variées. Donc on fait des tests, des analyses sur des matériaux de construction, des matériaux de première nécessité ou des technologies de pointe. On a un département aussi qui s'occupe de tout ce qui est vérification et inspection réglementaire, tout ce qui est la partie électrique principalement. Moi, j'œuvre dans le département, ce qu'on appelle performance HSE, donc toutes les mesures qui ont un impact sur la santé, l'hygiène et l'environnement. D'où le sujet du méthane. Donc, sans trop tarder, donc, ma présentation elle sera autour du département donc, des mesures des émissions de gaz et des polluants. Mes missions chez Bureau Veritas, donc je gère un laboratoire de métrologie dans le sud de la France, principalement à Aix-en-Provence, où on fait de l'étalonnage interne pour le groupe. Donc à peu près entre 3000 et 3500 équipements qui passent chez nous tous les ans, toutes grandeurs physiques confondues, partant de la température, de la pression, de l'hygrométrie du pesage, de la débitmétrie gazeuse liquide, et j'en passe. Je suis donc au niveau de la direction technique, donc, dans l'équipe qui valide les méthodes de mesure et d'essai. Je travaille sur différents projets, notamment sur l'évaluation des incertitudes de mesure sur les domaines dont je viens de citer. Je suis auditeur interne chez Bureau Veritas, donc on fait de l'audit interne en métrologie pour répondre à des exigences de la norme ISO 17025 et je participe principalement donc, quand il y a des audits COFRAC, donc je représente Bureau Veritas donc sur la partie métrologie. Alors, avant de débuter ma présentation, je voulais juste vous préciser que il y a une partie donc, de ce que je vais vous présenter donc, fait partie d'un domaine voilà, très confidentiel. Donc c'est pour ça que je voulais expliquer que donc, tout ce qui est adresse du client, les sites où ils ont été faites les mesures, la méthodologie détaillée ainsi que les équations détaillées, ben, elles ne sont pas abordées. Donc on va essayer de balayer donc, le principe de la méthodologie de mesure, un petit peu sur la validation des résultats, les paramètres influents donc, de ce qu'on est en train de mesurer, et je vous présenterai le résultat numérique final. Alors, pour introduire le sujet donc, du méthane, j'ai voulu commencer par une toute petite prélude dramatique. Donc c'est, on va dire, invisible et inodore, mais terriblement puissant. Donc ce gaz, donc le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui se cache dans l'ombre de toutes nos infrastructures énergétiques et industrielles. Donc il y a pas mal de réglementations qui tournent autour du méthane. Donc il y a des projets européens, des projets mondiaux qui sont soutenus par l'ONU, donc sur la réduction des émissions du méthane, donc vu les dégâts qu'il peut faire à long terme. Donc là, vous avez à gauche une petite présentation des sources de méthane. Donc on voit bien que le domaine de l'énergie, de l'industrie, de l'agriculture représente une part très très importante. Et c'est pour cela qu'on essaye de mettre un petit peu la réglementation en vigueur et de développer des méthodes de mesure pour essayer de respecter ces seuils réglementaires. Alors, le méthane, c'est un gaz à effet de serre
qui participe à ce qu'on voit aujourd'hui au changement climatique et qui crée ce qu'on appelle un gaz, donc l'ozone troposphérique, donc le O3. Donc c'est très néfaste pour la santé. Donc c'est pour ça donc il y a des arrêtés, des décrets, des normes européennes donc qui ont été obligés donc à respecter, notamment pour l'ensemble des industriels qui travaillent dans le domaine du gaz, du pétrole, principalement où il y a une grosse fuite du méthane. Donc la nécessité de réduire ces émissions de méthane donc, est primordiale et vitale. Donc la question qui se pose, donc, comment quantifier donc, cette grandeur, ce mesurant qui est le méthane, donc, comment l'évaluer, comment le mesurer, avec quelle méthode et avec quel degré d'exactitude. Donc le contexte, en fait j'ai voulu faire voilà, très court, j'ai repris le titre de la présentation, donc c'est la quantification du méthane CH4 site level par drone embarqué avec la méthode masse balance, et je vais essayer de définir chaque mot du titre pour qu'elle soit beaucoup plus compréhensible par la suite. Alors, donc, quand on parle de quantification, c'est mesurer, c'est évaluer, c'est estimer une valeur, une grandeur, un mesurande. Le méthane, donc, c'est un gaz qui est inodore, incolore, qui participe à ce qu'on appelle un gaz à effet de serre. Le site level, donc il y a deux méthodes pour mesurer le méthane, donc il y a le site level et le source level. Le site level, c'est une méthode qui permet de mesurer de façon globale sur un site industriel sans cibler une installation. Avec un drone embarqué, donc c'est un drone où on va instrumenter avec des capteurs. Et la méthode masse balance, donc c'est la méthode qu'on utilise aujourd'hui, c'est qu'on mesure, on fait des mesures avant et après la source d'émission, donc par soustraction, donc on va retrouver donc la quantité du méthane. À savoir que dans l'air, aujourd'hui, ce qu'on respire, donc il y a une concentration à peu près entre 1,7 et 2 ppm de méthane. Donc c'est pour ça qu'on fait le avant et après pour soustraire donc cette quantité. Donc là, juste pour vous présenter un petit peu donc, les deux méthodes sous différents angles, on va voir un petit peu le contexte, la structure, les entraves qu'on peut avoir, les technologies utilisées et l'objectif final. Alors pour tout ce qui est contexte, tout ce qui est site level et source level, donc ça s'applique dans des industries très larges, avec des zones géographiques étendues, donc c'est applicable. Donc il y a un multiple potentiel aussi donc, de sources. Donc si on a beaucoup de sources et on ne connaît pas la fuite, d'où vient, donc on va faire une mesure site level, de l'ensemble du site. Tandis que pour la source level, donc pareil, donc ça s'applique à tout type d'industrie, donc large, petite, sauf que ici on connaît la source, donc on veut quantifier directement la source. Donc c'est pas la même méthodologie de mesure, c'est pas les mêmes équipements de mesure et c'est pas le même traitement statistique des mesures. Au niveau de la structure, donc pour le site level, donc on peut l'appliquer pour les entreprises, tout ce qui est pétrochimique, tout ce qui est méthanier, tout ce qui est industrie, tout ce qui est agriculture plutôt, et tout ce qui est entreprise qui fait la gestion des déchets. Parce que quand on parle gestion des déchets, avec le compostage, donc on dégage pas mal de CH4. Pour la partie source level, donc on va s'intéresser principalement aux équipements qui présentent des fuites de méthane. Donc c'est des zones très précises. Concernant les entraves ou les difficultés qu'on peut avoir, et pourquoi on applique le site level par exemple, parce que des fois on a des difficultés à accéder au site, parce que des fois c'est des sites qui sont protégés, des sites qui sont très dangereux pour un accès humain, donc c'est pour ça donc on utilise la technologie du drone pour mesurer. Et donc si on a aussi donc des risques de sécurité, si la topographie du site est vraiment complexe, ou si elle présente un environnement très hostile. Tandis que le source level, donc c'est des mesures qui prennent du temps et qui sont ciblées donc avec des installations beaucoup plus précises, des fuites beaucoup plus petites par rapport à un site level. Et aussi donc ça requiert aussi donc on peut avoir des entraves, donc ça requiert d'une expertise au niveau du traitement des résultats, parce qu'on peut avoir des corrélations entre deux sources qui sont côte à côte. Donc c'est pour ça qu'il faut une technologie beaucoup plus avancée pour essayer de cibler quel type de source qui présente une fuite énormissime du méthane. Au niveau des technologies qui sont utilisées aujourd'hui, pour la partie site level que je vais vous présenter par la suite, donc on peut trouver donc les drones embarqués, on peut trouver aussi donc des mesures aériennes, on peut faire des mesures par lidar aujourd'hui, et après tout système embarqué, donc c'est applicable aujourd'hui. Tandis que pour le source level, donc on peut utiliser donc tout ce qui est caméra infrarouge, parce qu'on peut donc être à côté de la source.
Donc aujourd'hui, donc, on peut faire par caméra infrarouge, par la méthode spectroscométrique par laser, et on peut avoir aussi des détecteurs portables donc, qui donnent des résultats en temps réel. Et pour présenter donc l'objectif final des deux méthodes, concernant le site level, donc c'est pour avoir un zonage donc sur l'ensemble du site, donc un mapping sur l'ensemble du site. On va avoir une estimation, on va dire, volumétrique du site, donc on va voir un petit peu combien le site donc représente en termes de fuite de méthane. Avec le drone, donc une prestation, elle peut durer entre 15 et 20 minutes, donc on peut savoir directement donc le résultat global donc en faisant donc un mapping ou un screening via le drone embarqué. Et pour avoir donc les premiers résultats, et ça permet aussi donc d'orienter les investigations des entreprises. Tout ça parce qu'en fait les entreprises, mis à part la dimension santé, parce que le méthane donc, est néfaste pour la santé à grosse, voilà, donc quand on est sur des émissions très très gigantesques, donc ça c'est pour répondre à la dimension santé et aussi donc pour répondre à la partie réglementaire. Donc l'entreprise doit donner tous les 6 mois donc un rapport d'émissions des méthanes. C'est pour ça donc ils font appel à des entreprises spécialisées pour mesurer donc le méthane avec cette technologie. Concernant le source level, donc c'est une prise locale de la mesure. Donc elle va nous donner donc le taux de fuite par équipement, par installation. Également, donc on peut, donc parce qu'il n'y a pas que le méthane qui fuit, donc on peut avoir aussi par des méthodes spectroscope, par un spectromètre, donc on peut avoir aussi donc la composition chimique du gaz qui fuit. Donc il peut y avoir du méthane ou d'autres gaz. Par contre, avec le site level, on ne peut pas l'avoir. Et aussi, donc, on peut avoir aussi des résultats en temps réel. Donc là, je vous présente juste les avantages et les inconvénients donc, par rapport aux deux méthodes. Donc, les deux méthodes donc, sont applicables aujourd'hui. Donc, il faut juste donc, voir un petit peu le contexte où on peut appliquer la méthode. Si on a des restrictions en matière de sécurité ou de santé et qu'on ne peut pas y accéder donc, au site, donc on va appliquer directement des méthodes site level. Tandis que si on peut accéder et se rapprocher de la fuite, donc on peut avoir, je ne veux pas dire un résultat meilleur, mais au moins on cible la fuite. Et voilà, pour finir cette première partie, les entreprises, en fait, ils font les deux méthodes, donc ils font le site level et le source level. Ils prennent les résultats, donc ils font ce qu'on appelle donc une comparaison entre les deux résultats, et pour juger donc les deux résultats, est-ce qu'ils se concordent ou pas, métrologiquement. Donc notre thématique, elle portera sur le site level. Donc brièvement, donc vous avez une présentation d'une industrie où il y a pas mal de fuites de méthane, donc peu importe l'industrie, il y a pas mal de fuites de méthane. La méthodologie, c'est qu'on va faire un balayage, un screening avec un laser, avec un drone plutôt, donc avant l'installation, donc tout dépend donc la direction du vent. Donc on se met avant l'installation, donc on va faire un balayage, donc voilà pour envoyer tout ce mur background, et on fera une mesure après donc l'installation, donc avec le sens de la direction du vent, pour faire un screening total. Et puis après, donc, on va faire une soustraction donc, de l'aval moins l'amont, voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe dans l'atmosphère. On va faire voler le drone, donc tout dépend de la hauteur des installations. On va le faire voler de façon horizontale et verticale. Donc vous allez imaginer qu'il y a un mur vertical qui va se créer. Donc on va collecter donc, des données donc, au fur et à mesure donc, du screening de ce mur. Et donc on va imaginer qu'il y a des carrés élémentaires, des petits carrés élémentaires, où on va mesurer donc, par carré élémentaire une quantité de méthane qui va être convertie en débit massique. Parce que le résultat final, c'est un débit massique. Donc on va passer par une concentration du méthane et ça va être converti par un débit massique. Alors, sans trop tarder, donc, pour modéliser donc, ce qu'on est en train de mesurer, parce qu'en métrologie, donc, avant de commencer à estimer les erreurs et les incertitudes de mesure, donc, il faut modéliser le mesurand. Aujourd'hui, notre mesurand, c'est le méthane. Le QM, donc c'est là le débit massique du méthane. C'est ce qu'on est en train de rechercher. Par contre, nous, on ne peut pas mesurer directement le débit du méthane. Donc, on va mesurer pas mal de paramètres, y compris la concentration en temps réel. Et puis après, donc, avec le modèle mathématique qui a été développé, on va convertir la concentration du méthane en un débit massique. Alors, pour la formule, donc elle va intégrer pas mal de grandeur.
Le P, c'est la pression barométrique, parce que le méthane, le drone, donc, il vole, donc il fait un screenage, et on peut avoir aussi donc, certaines variations de pression barométrique, donc c'est pour corriger le résultat. Le V, donc, c'est la vitesse du vent, parce que vous imaginez bien que s'il n'y a pas de vent, donc on peut moins capter. Voilà. On est tributaire donc, de la vitesse du vent. Le A, donc, c'est la surface scrutée ou scannée. Voilà. Donc toute la surface balayée par le drone. Le M, c'est la masse molaire du méthane, qui est connue. Le C, c'est la concentration du méthane, ce qu'on est en train de mesurer avec un capteur en temps réel. Le R, donc c'est la constante des gaz parfaits qu'on va utiliser pour convertir. Le T, c'est la température du gaz mesurée en temps réel, ou la température du méthane, qui est mesurée par le capteur. 3600, c'est juste un facteur de conversion pour passer des kilogrammes par seconde à kilogrammes par heure. Le θ, donc c'est la direction du vent, donc c'est l'angle où le vent, donc s'il n'est pas droit, donc on doit corriger par rapport à cet angle. Et le 10 à la puissance 6, donc c'est un coefficient qui nous permet de passer des ppm en concentration en fractions molaires. En chimie, donc on passe des ppm à des fractions molaires avec cette formule. Donc l'ensemble de cette formule, ça nous permet d'avoir au final un résultat en débit massique. Et c'est ce qu'on enregistre pour la mesure. J'ai repris la même formule juste pour vous montrer un petit peu toute l'instrumentation qui tourne autour. Donc vous allez imaginer que c'est un drone. On va embarquer pas mal de capteurs qui vont faire des mesures en temps réel. Donc pour le P, donc c'est un capteur de pression barométrique, un tout petit capteur, donc qui sera embarqué par le drone. Pour le V, donc c'est un capteur à ultrasons qui va mesurer la vitesse du vent. Pour le A, donc on se raccorde à une station dite GPS, donc une station RTK, donc pour qu'on puisse donc mesurer donc les coordonnées GPS de notre drone. Pour mesurer donc la concentration, donc c'est l'élément phare, donc c'est un capteur qui travaille par infrarouge, qui mesure la quantité, les molécules du méthane en temps réel, donc qui enregistre en temps réel. Pour la température, donc c'est un capteur de température classique, donc capteur de température humidité. Et pour la direction du vent, donc pareil, donc c'est un capteur ultrason qui va mesurer donc le changement de direction du vent au cours de la mesure. Le tout est raccordé à une station, on va appeler data logger, donc qui va embarquer l'ensemble des mesures, température, pression, vitesse, et j'en passe. Et donc là, vous avez une petite image un petit peu d'un drone, donc avec toute l'instrumentation embarquée. Je vous présente brièvement donc de façon pédagogique la méthode qu'on va aborder. Donc vous allez imaginer un mur, donc on fait passer le drone, donc on fait un screening, que ce soit un mur background ou un mur de mesure, avant ou après l'installation. Et donc on va diviser donc, cette surface scannée plutôt, en petits carrés élémentaires. Donc ce petit carré élémentaire, on va avoir plusieurs mesures: température, pression, vitesse du vent, la surface scannée, la concentration du méthane. Et donc on va travailler par carré élémentaire. Donc on calcule une valeur moyenne par carré élémentaire d'un débit massique avec la formule précédente. Et puis après, donc, on va faire la somme totale de l'ensemble des carrés élémentaires. Vous avez une concentration, vous avez de la vitesse, vous avez une surface, donc on peut passer d'une vitesse à un débit massique. Donc la somme totale de l'ensemble des carrés élémentaires font le débit massique total relargué par cette installation industrielle. On fait des mesures avant et après, et on fait une soustraction pour avoir le débit massique réel relargué par l'industrie. Pour chaque carré élémentaire, donc on va avoir une valeur moyenne, et qui dit valeur moyenne, donc on va avoir pas mal d'imprécisions sur les résultats. Pourquoi? Parce que les capteurs qui sont utilisés, donc ce n'est pas des capteurs parfaits, on parle en métrologie, donc il y a pas mal de sources d'erreurs, il y a pas mal de sources d'incertitudes, pas seulement sur l'instrumentation, sur la méthode qui a été déployée, sur le traitement statistique. Donc toutes ces imprécisions, toutes ces incertitudes, donc ils vont être associés à chaque carré élémentaire. Et après, donc, la somme totale de toutes ces incertitudes font l'incertitude globale
du mesurant qui est le débit massique. À titre indicatif, un vol il peut durer entre 15 et 20 minutes. Les carrés élémentaires font entre 1 mètre carré et 4 mètres carrés, voire 16 mètres carrés. Donc tout dépend de la taille du site. Et le système qu'on a mis en place au niveau du drone, donc il peut nous donner une mesure toutes les secondes. Donc quand je dis une mesure de concentration, de température, de pression, donc de l'ensemble des grandeurs. Donc sur une seconde, on va avoir l'ensemble des mesures de toutes les grandeurs. Donc sur 15 minutes, donc on va avoir 900 mesures par mur, donc par un scan surfacique. Donc vu qu'on fait 3 murs avant et 3 murs après, donc on va avoir 2700 lignes de calcul pour les 3 murs. Après, donc, il y a tout le traitement statistique, donc ça peut se faire sur Excel, comme ça peut se faire sur d'autres logiciels qui sont sur le marché. Mais juste pour vous donner une ordre d'idée, donc voilà, donc il y a pas mal de données à traiter. Donc j'aborde la notion des incertitudes de mesure. Donc on se réfère à un document qui s'appelle aujourd'hui le VIM, donc qui est en cours de révision. Donc c'est un document que je pense l'ensemble des étudiants de métrologie le connaissent. Donc c'est un document qui regroupe l'ensemble des concepts de métrologie avec toutes les définitions possibles. Donc j'ai essayé de reprendre la définition de ce document, donc qui est le GUM. Et l'incertitude de mesure, elle a été définie comme étant une valeur non négative et qui représente en gros la dispersion des résultats autour de cette moyenne. Donc on va voir, donc, dans cette définition, il y a 3 termes indispensables. Il y a la dispersion, il y a le mesurant et il y a une information documentée. Alors la dispersion, c'est l'ensemble des mesures qu'on réalise et donc cette fluctuation qui tourne autour de la moyenne. Le mesurant, c'est le phénomène qu'on est en train de mesurer. Et les informations utilisées, c'est que quand on va faire des incertitudes de mesure, on va se baser sur des données expérimentales et on va se baser aussi sur des données type certificat d'étalonnage, des documents constructeurs, des normes, des publications scientifiques pour essayer de quantifier l'erreur sur la mesure. Donc je me base sur ce document pour évaluer les incertitudes de mesure. Donc on passe d'un document, on va dire, descriptif de l'ensemble des concepts de la métrologie à un document qui permet de suivre une méthodologie pour calculer une incertitude de mesure, qui est le GUM, donc le document officiel de métrologie, qui est basé sur une méthode de propagation de variance. Donc on va prendre toutes les incertitudes de l'ensemble des paramètres qui constituent le modèle mathématique, et puis après donc on va faire une somme quadratique de l'ensemble des variances, pour donner une variance totale sur le résultat de mesurage final. Donc la partie gauche, donc c'est une méthode analytique, ce qui est applicable aujourd'hui dans 95% des cas. Et en parallèle, donc, à droite, en parallèle, il y a un document, on va dire, supplément du GUM, qui est le GUM S1, le supplément 1 du GUM. Donc il préconise aussi une méthode numérique basée sur de la simulation numérique. Donc au lieu de prendre les variances de chaque paramètre, donc on va simuler des distributions pour chaque paramètre et voir la distribution de sortie. À savoir que le LNE aujourd'hui en France, donc ils ont mis à disposition un logiciel qui est gratuit, donc téléchargeable sur leur site officiel, et qui vous permet de faire cette simulation appelée donc simulation Monte Carlo, qui est beaucoup utilisée dans le domaine de la métrologie et d'autres domaines scientifiques. Donc pour le cas, donc moi j'ai utilisé donc les 2 méthodes pour confirmer le résultat. Donc je rappelle un petit peu les bases sur les incertitudes de mesure. Sur un modèle mathématique, donc on va avoir donc les incertitudes associées à chaque paramètre, et donc il y a un paramètre, ce qu'on appelle un coefficient de sensibilité, donc qui va permettre d'homogénéiser donc l'écriture mathématique, pour évaluer une incertitude de mesure. Donc la dérivée partielle d'un QM, donc la dérivée partielle du débit massique, donc notre modèle par rapport à XEI, donc c'est qu'on va dériver notre modèle par rapport à l'ensemble des variables constituant ce modèle d'intérêt. Le petit UXI, donc c'est l'incertitude type pour chaque paramètre, et le U entre parenthèses QM, donc c'est l'incertitude composée du débit massique. Donc je rappelle juste la formule. Donc on va essayer de dériver le résultat, donc la formule par rapport à la pression, donc par rapport à toutes les variables qu'on mesure. Donc pour estimer donc les incertitudes de mesure, généralement en métrologie, on utilise ce qu'on appelle la méthode d'Ishikawa ou la méthode des 5M. On va essayer de voir sur l'ensemble de ces items
quelles sont les sources qui peuvent affecter mon résultat et quelles sont les sources que je peux maîtriser pour minimiser cette erreur sur mon résultat. Donc avec les 5 M, donc on va avoir donc la main d'œuvre, on va avoir le mesurand, le matériel, le milieu et la méthode déployée. Donc pour la partie main d'œuvre, donc on doit avoir juste une personne qui sache bien piloter le drone parce qu'il va scruter des surfaces et donc tous les calculs vont être basés sur cette surface, sur cette aire scrutée. Sur la partie mesurant, donc c'est la masse, c'est le débit massique. Sur le matériel, donc je vous ai montré tout à l'heure donc l'ensemble du matériel qui a été déployé. Et sur la partie conditions environnementales, donc c'est les grandeurs qu'on mesure en temps réel, température, vitesse du vent, hygrométrie et pression barométrique, donc ils peuvent impacter le résultat. Et la méthode qui a été déployée, donc c'est la méthode masse-balance. Donc si on fait un petit peu le focus sur les résultats d'erreur, pour la partie main-d'œuvre, donc on doit s'assurer que la personne est qualifiée donc, pour faire cette mesure. Autrement dit, on peut faire des essais interopérateurs pour définir un petit peu les sources de variation par rapport à plusieurs opérateurs. Pour la partie mesurante, donc on peut avoir une définition incomplète, parce que des fois quand on modélise, on peut oublier certains paramètres peut-être non affectants, mais donc la définition, voilà, donc vu qu'elle est imparfaite, donc elle peut être source d'erreur. Pour la partie environnement, comme vous le voyez, donc la température, donc l'équipement qui mesure la température, lui, est incertain, donc on doit introduire sa composante d'incertitude, la pression barométrique, la vitesse de l'air, ainsi que sa direction. Pour la méthode, donc aujourd'hui c'est la méthode masse-balance et donc la seule variation qu'on peut avoir c'est au niveau de la répétabilité des mesures parce qu'on fait 3, 4, 5 mesures. Donc avec cette répétabilité on peut avoir une idée sur la robustesse de la méthode de mesure. Dimension matérielle, donc là on a une panoplie de sources d'erreurs. Donc commençons par l'équipement qui mesure principalement la concentration du méthane, donc le capteur de méthane. Donc on va avoir une source liée à sa résolution, un capteur qui mesure un dixième ou un centième au niveau de sa résolution, son affichage, donc on peut ne pas avoir la même erreur. On va avoir aussi une information sur sa classe d'exactitude, parce qu'aujourd'hui sur le marché, on peut avoir donc des capteurs divers et variés avec des exactitudes donc pareilles, diverses et variées, donc on doit l'introduire dans le calcul. Ce capteur il a été étalonné donc, au sein d'un laboratoire accrédité, donc on va se servir de cette incertitude de mesure pour le mettre dans le budget d'incertitude de mesure. On va avoir des mesures de répétabilité, donc on va estimer cette dispersion des résultats. Et ce capteur, donc il a un paramètre de dérive dans le temps, donc c'est un capteur qui peut dériver dans le temps, donc et cette dérive on peut la quantifier en tant que source d'erreur. Pareil, donc avant de commencer les mesures, sur un capteur de gaz en général, on doit faire passer ce qu'on appelle un gaz étalant pour savoir est-ce que si on injecte du 100%, il mesure bien du 100%. Donc avant toute mission, donc on doit injecter du gaz avec une bouteille dite étalant, donc c'est une bouteille de gaz qui est raccordée au système international de mesure. Cette bouteille elle-même, donc, elle présente un certain degré, je vais dire, d'imprécision, donc une incertitude de mesure. Pour la partie capteur température et pression barométrique, pareil, donc on va retrouver un certificat d'étalonnage, sa résolution, sa tolérance. Idem pour le capteur de position, capteur de vitesse du vent et de direction. Et pour finir, donc on va avoir aussi une tolérance sur le système de positioning, donc le GPS aujourd'hui qu'on a actuellement, donc qui présente, donc il donne des résultats, donc, mais avec une certaine tolérance. Donc aujourd'hui on est sur du 5%. Donc toutes ces sources d'incertitude que j'ai regroupées, donc je les ai listées dans un tableau, voilà pour voir un petit peu, est-ce que c'est des sources qui viennent de ce qu'on appelle statistiquement type A ou type B, est-ce que c'est de la répétabilité ou est-ce que c'est une autre source? Et en parallèle, donc on va définir la forme de distribution statistique de la source. Et la dernière colonne à droite, donc c'est le coefficient diviseur qui sera utilisé donc, pour passer de l'information de l'incertitude de mesure à une incertitude type exploitable. Donc là, vous avez l'ensemble des thématiques, hein, donc la pression barométrique, la température, la vitesse du vent, la concentration, la mesure donc, de la surface scannée, donc le GPS, la direction du vent, ainsi que la méthode masse-balance. La méthode masse-balance, donc la méthode a été, avant de déployer la méthode, elle a été testée à plusieurs reprises avec différents opérateurs, différents drones, différents capteurs sur une même installation
pour voir donc l'effet de chaque paramètre, et donc on a une incertitude sur le déploiement de cette méthodologie. Je passe directement au résultat. Donc comme je vous ai dit, donc on a choisi de faire 3 murs de mesure, ce qu'on appelle le background, donc le mur de référence, et 3 murs de mesure. Et donc on calcule un débit massique par mur, et une incertitude associée, et une dispersion, et une incertitude globale pour le mur moyen de référence et le mur moyen de mesure. Donc vous avez des résultats au niveau des débits massiques en kilogrammes-heure. En troisième colonne, donc vous avez l'incertitude associée à cette mesure de façon relative. Donc vous avez, voilà, donc vous avez 14% donc pour le premier mur. Donc on mesure un débit massique à 0,96 plus ou moins 14%. Donc avec tous les instruments qu'on a déployés. La dispersion des résultats, donc c'est l'écart type avec ces 3 résultats, donc le 0,96, 95 et 91. Et donc cet écart type, il rentrera en ligne de compte donc pour compléter le budget d'incertitude qui nous donne un résultat moyen au niveau des incertitudes de mesure à plus ou moins voilà, 10%. Idem pour le mur de mesure, donc après l'installation. Donc là on voit que ce n'est pas les mêmes débits massiques, voilà, donc parce que avec la direction du vent, c'est là où on va capter le maximum. Donc là, on passe à des débits massiques très très importants aujourd'hui, donc à des 4,32 kg par heure, avec des incertitudes donc variables. On va avoir une forte dispersion sur ces 3 murs, et on obtient un résultat d'incertitude globale à plus ou moins donc 20%. Donc au final, donc on a une valeur moyenne du mur, ce qu'on appelle le background, ou le mur de référence, une valeur moyenne du mur de mesure, avec leurs incertitudes de type ainsi que leurs incertitudes relatives, et pour trouver donc la quantité du méthane qui a été relarguée donc durant ce laps de temps, ramené au kilogramme par heure. Donc on fait voilà, de façon absolue donc le mur de référence moins le mur de mesure, et on obtient donc un résultat de 3,38 kg par heure avec une incertitude de 25%. Donc c'est le résultat qu'on doit donner au client, et ce résultat qui doit être inscrit sur une plateforme européenne pour suivre les émissions du méthane, voilà, pour l'ensemble des industriels principalement qui manipulent du méthane. Donc le même résultat, j'ai essayé de tout simuler sur le logiciel du LNE, donc le LNE Uncertainty, donc avec une méthode numérique. Donc voilà, on retrouve à peu près les mêmes résultats. Voilà, ça permet de confirmer donc le modèle mathématique qui a été proposé, ainsi que toutes les propositions statistiques autour des variables constituant le modèle d'intérêt. Donc en gros, le résultat métrologiquement on le représente donc avec une grandeur mesurée avec une incertitude, donc c'est 3,38 kg par heure plus ou moins 0,87 kg par heure. Autrement dit, c'est 3,38 kg heure plus ou moins 25,80%. Alors, pour une comparaison, je vais dire un peu rigolote, donc pour vous donner un sens d'idée sur le 3,38 kg par heure de méthane, donc ça représente à peu près donc 680 ballons de baudruche donc gonflés au méthane. Donc ça représente aussi donc une quantité donc relarguée par 4 véhicules donc diesel qui fonctionnent en même temps. Au niveau puissance calorifique, donc ça représente donc 50 boules électriques, et qui peut nous donner donc 300 voilà, tasses de thé par heure. En gros, donc le 3,38 kg par heure. Donc ça vous donne une idée un petit peu sur ce qu'on peut imaginer. Alors, donc pour conclure cette présentation, donc j'ai essayé de faire court au niveau de la conclusion. Donc c'est une phrase que je répète souvent quand je fais des présentations, que ce soit à l'université ou dans des conférences touchant au domaine de la métrologie, c'est mesurer avec justesse et décider avec finesse. Voilà. Donc on va mettre en place donc toute la méthodologie donc pour essayer de mesurer juste, parce que donc avoir un équipement qui coûte cher, ça ne veut rien dire. Donc il faut valider la méthode, il faut valider donc le process de mesure. Et pourquoi? Donc on doit mesurer juste, et derrière il y a pas mal de décisions dites stratégiques qui peuvent se prendre. Et donc voilà, donc cette mesure avec justesse, donc elle peut nous aider à décider avec finesse. Donc pour détailler un petit peu donc les 4 mots on va dire clés. Donc pour la partie mesure, donc on doit s'intéresser donc à l'ensemble des capteurs, à la méthode, à l'environnement de mesure, et aussi donc au traitement des résultats.
Parce que dans des cas comme ça, donc on peut avoir aussi des fois des valeurs aberrantes. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais donc avant de donner un résultat moyen, donc il faut s'assurer de la normalité de la distribution de l'ensemble des résultats. Il faut s'assurer qu'il n'y a aucune valeur aberrante qui peut, on va dire, affecter le résultat. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte pour le traitement des résultats de mesure. Donc, avec justesse, c'est qu'on doit s'intéresser donc à l'exactitude de la méthode, des équipements de mesure, la façon donc de faire répéter les mesures pour avoir une image représentative de ce qu'on est en train de quantifier, traiter les valeurs aberrantes et s'assurer que les résultats sont distribués de façon statistiquement normale pour qu'on puisse appliquer donc les paramètres de base, écart type et moyenne. Donc au niveau de la décision, donc ça permet aussi donc, de donner une décision, ça peut être stratégique, technique, environnementale, au niveau de la santé. Et donc sur la thématique finesse, c'est que donc ça nous permet donc à long terme donc de donner des stratégies pour implémenter donc ces actions qui ont été décidées au niveau de que ce soit au niveau stratégique, au niveau technique ou au niveau environnemental. Sur ce, donc, je vous remercie pour votre attention. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Je reste à disposition pour